Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous sommes devant la synagogue rue de Notre-Dame de Nazareth à Paris, inaugurée en 1822. Nous allons ensemble découvrir son histoire. Suivez-nous. La synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, construite initialement donc en 1819-1822, est en très mauvais état et a été reconstruite et inaugurée en 1852. Dans un contexte très intéressant, parce qu'on voit donc comment le consistoire décide de reconstruire sur place, toujours dans le Marais, cette grande synagogue qui prend un statut très officiel puisqu'elle représente le judaïsme français. Et il est très symbolique que sur la façade de cet édifice, il y ait liberté, égalité, fraternité, qui montre le degré d'intégration des Juifs et la fierté même des Juifs français d'être citoyens. Cette synagogue va être construite dans un style qui est un peu particulier, car on a hésité un petit peu entre le style roman qui se développait beaucoup dans les synagogues en France à cette époque-là, toujours le modèle de l'Église évidemment, mais c'est aussi un modèle d'intégration à la culture médiévale française, et un modèle orientaliste. Et donc on fait appel à des motifs byzantins, à des décorations très colorées comme nous avons dans cette synagogue. Il est indéniable que cette synagogue, avec ses piliers métalliques, avec ses petites loges, osons le mot, qui donne directement sur un chœur, j'ose le mot également, qui est un mot chrétien évidemment, eh bien, ressemble à un théâtre. Il y a deux meubles qui seront mal reçus, qui sont de l'imitation des chrétiens. C'est la chaire, que les orthodoxes n'ont jamais acceptée, et l'orgue. Bonjour Claude Nataf. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire coloniale. Vous vous êtes aussi intéressé à l'histoire du consistoire et vous avez dirigé 2 livres sur des synagogues parisiennes. Quelle était la composition de la communauté juive parisienne au début du XIXe siècle et comment était-elle organisée? Alors c'est une communauté qui a beaucoup évolué et dans sa démographie et dans sa composition au cours du XIXe siècle. À la veille de la Révolution, il y a 500 juifs à Paris. Ils sont tolérés, officiellement, n'ont pas le droit d'être à l'intérieur de la ville de Paris, ils sont tolérés. Avec la Révolution et les bouleversements qu'elle entraîne, et en particulier avec la disparition de toutes les entraves à la citoyenneté des Juifs de France, les Juifs profitent de la liberté de circulation qui leur est accordée, de la liberté d'établissement, pour venir très nombreux à Paris. Ce qui fait qu'en 1810, sous l'Empire, la communauté juive de 500 membres en 1789 comprenait à Paris 2700 personnes environ en 1810, avec un afflux de population juive venue des provinces de l'Est, notamment d'Alsace. Et puis il y a aussi des Juifs qui sont enracinés dans d'autres parties de l'Hexagone, notamment à Bordeaux et Bayonne, où depuis Henri II, des Juifs venus du Portugal ont été tolérés, puis ont, grâce à l'importance économique qu'ils avaient prise dans la région, été admis à judaïser publiquement, s'installent à Paris. Et puis il y a des Juifs qui viennent du comtat vénessin, qui a été rattaché à la France, c'est des anciens États du pape. Alors il y a des Juifs du pape, qu'on appelle les Avignonnais, qui s'installent aussi à Paris. La famille Crémieux est un de ces exemples. Et puis c'est une communauté qui croît considérablement, puisque après la chute de l'Empire, dans les années 1820, contemporaine de l'édification de cette synagogue, la communauté comprend 6700 personnes. Et puis en 1843, il y a une immigration russe à la suite de différents pogroms. Donc c'est une communauté qui a considérablement varié. Elle passe à peu près à 20 000 personnes dans les années 1820-1830. Pourquoi avoir construit cette première grande synagogue parisienne en 1822 ? Tout simplement parce que la communauté a évolué sur un plan démographique, d'abord.
Alors, il y avait, sous l'Empire, au début de la Restauration, 2 synagogues à Paris, comme cela résultait d'ailleurs des décrets napoléoniens. Une synagogue qui était située dans la rue du Temple, du côté de l'Hôtel de Ville, et une synagogue qui était située rue du Chaume. La rue du Chaume, c'est l'actuelle rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. Mais ces 2 synagogues sont insuffisantes pour les besoins de la population parisienne. Donc le consistoire décide d'implanter dans un quartier à forte population juive, et ce quartier est un quartier à forte population juive, notamment de commerçants, et il décide d'implanter une synagogue avec une certaine fierté, puisque le judaïsme est enfin devenu un culte égal à celui des autres cultes. Lorsque le consistoire demande l'autorisation de créer une nouvelle synagogue, c'est un décret signé Louis XVIII qui l'autorise à acheter le terrain sur lequel est implantée cette synagogue. En 1852 est inaugurée la synagogue dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pourquoi la première a-t-elle été détruite ? Alors, je vous ai dit que la synagogue de 1822 avait été édifiée à partir de souscriptions reçues de la communauté. Donc, on avait construit à l'économie. Construisant à l'économie, on emploie les matériaux les moins purs, les moins durables, et très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a on dirait aujourd'hui des malfaçons dans la construction qui affectent la solidité de l'édifice. Et dès 1840, la ville de Paris le signale au consistoire. Ce qui fait que rapidement, la décision est prise de démolir le bâtiment existant et de construire une nouvelle synagogue. Ça veut dire qu'en 1822 et en 1844, aux yeux du consistoire, cette synagogue ne représentait pas du tout la même chose. Ça ne représentait pas du tout la même chose. En 1822, on procède par souscription. En 1852, il y a d'abord une subvention de la ville de Paris. Ce qui fait que le culte juif a conquis progressivement une égalité avec les autres cultes, puisque la ville de Paris, les deniers publics, contribuent à la construction de la synagogue. Mais la perspective est différente, puisque en 1822, on est à égalité, mais on est discret. En 1852, on est un culte qui s'affirme dans la cité. Donc, la synagogue, la porte d'entrée de la synagogue ouvrant sur la rue, marque bien qu'il s'agit d'une synagogue. Dominique Jaracé a dit que c'était la synagogue émancipée. Et je trouve que c'est une très bonne expression. J'ajouterai que c'est une synagogue émancipée, mais c'est aussi la synagogue qui marque le franco-judaïsme triomphant. Pour s'intégrer dans le paysage français, le lieu de culte rappelle davantage celui d'une cathédrale. Donc c'est ce plan basilical qui est adopté par les architectes. À quelle période Offenbach a exercé dans cette synagogue et comment est-il arrivé ici ? Alors, Offenbach arrive en France en 1832, je crois, ou 33. Il est très jeune, il a 15 ans, il est élève au Conservatoire de Paris, un élève brillant, et c'est sur la recommandation de Fromental à Lévy que le consistoire engage le jeune Offenbach, qu'on présente comme un prodige. Il est donc engagé très jeune, avec une double mission, composer des pièces de musique liturgique et enseigner et diriger les choristes. Il s'installe dans cette synagogue, donc c'est en 1833. Au bout de quelques mois, le grand rabbin de Paris, le grand rabbin Seligman, apprend que le soir, le chantre Offenbach joue dans un orchestre à l'Opéra Comique. Ça ne plaît pas au grand rabbin, parce que ça sent le soufre pour lui. L'Opéra Comique, danseuse, corps de ballet.
Donc il saisit le consistoire, il y a un grand débat. Est-ce que Offenbach occupe un poste religieux ou un poste non religieux? Oui. Est-ce qu'on peut, s'il s'agit d'un poste non religieux, peut-on lui interdire d'aller travailler le soir ailleurs? A-t-on le droit au cumul des postes, entre guillemets? Oui, c'était de postes à l'époque totalement différentes, puisque ce n'était pas aux mêmes horaires. Donc ça pose des problèmes. Et finalement, on transige et on dit à Offenbach, voilà, on vous autorise à continuer à travailler à l'Opéra Comique, à condition que vous ne travailliez pas le Shabbat, le vendredi soir, et le samedi après-midi, le vendredi soir au spectacle de l'Opéra Comique, le samedi après-midi où il y a une matinée, vous ne travaillez pas. Alors Offenbach refuse, parce qu'il ne peut pas s'absenter comme ça d'un orchestre, ce qui fait qu'Offenbach est resté moins d'1 an dans cette synagogue, mais la musique française n'aurait pas eu probablement La Belle Hélène, La Vie parisienne, La Grande Duchesse de Wallenstein, etc. J'ai une dernière question à vous poser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la synagogue Nazareth est épargnée. Mais le grand rabbin Sachs connaît un destin tragique. En 1940, tout le corps rabbinique parisien a été évacué. On n'a laissé qu'un seul rabbin à Paris parce qu'il fallait bien assurer les enterrements, un peu de vie spirituelle, mais tout le corps rabbinique a été évacué. Et finalement, le corps rabbinique s'est retrouvé dans une propriété Rothschild, dans le Médoc. Et finalement, le grand rabbin Julien Weil, grand rabbin de Paris, a décidé de franchir clandestinement la ligne de démarcation pour rentrer à Paris. Il s'est retrouvé seul pour faire fonctionner toutes les synagogues parisiennes. Il a lancé un appel à ses collaborateurs, à ses rabbins, et le grand rabbin Sachs a fait la même chose que son chef. Il a franchi aussi la ligne de démarcation en septembre 1940, ou octobre 1940, et il est venu se mettre à la disposition du grand rabbin Julien Weil, et il a rouvert la synagogue Notre-Dame de Nazareth, qui a fonctionné pendant toute la guerre. Et le rabbin Sachs, comme les 2 ou 3 collègues qui étaient à Paris avec le grand rabbin Julien Weil, a assuré les enterrements, l'enseignement religieux, les bar mitzvahs, il y en a eu quelques-unes pendant la guerre. C'était quelque chose d'excessivement important, c'était une forme de résistance spirituelle face aux Allemands. Vous nous persécutez, nous sommes là. Et c'est ce que disait le grand rabbin Julien Weil, le bon Dieu n'est pas en vacances, on ne ferme pas les maisons de Dieu, même si elles sont l'objet de mesures discriminatoires. Et dans cette synagogue, d'ailleurs, il y a eu, le jour de Rosh Hashanah 1942, des arrestations qui ont été faites par la Gestapo, où ils ont arrêté des fidèles qui étaient venus prier dans la synagogue et qui étaient porteurs de l'étoile et qui ont été arrêtés. Donc le grand rabbin Sachs a fait un travail admirable pendant la guerre. Et le 5 février 1944, il était allé faire un enterrement. Et il est sorti du cimetière pour rentrer chez lui à pied. Et il s'est trouvé dans la rue alors que le couvre-feu avait commencé. Et il a été arrêté. Il a été remis à la police française, qu'il a expédié à Drancy, le 5 février 1944. On est allé chercher sa femme, on l'a arrêté, on l'a mise avec lui à Drancy, et ils ont été dirigés sur Auschwitz, où ils sont morts l'un et l'autre. Merci Claude Nataf. Merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour découvrir de nouveaux horizons. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous et une bonne semaine.